TNLC, disent-nous les choses sur la Blockout TV. Eh oui, on est sur la Blockout TV aujourd'hui. Et on va traiter d'un thème très important, avec des protagonistes qui sont là. Y a-t-il une aggravation de la situation dans les quartiers? Si oui, quelles solutions concrètes? Grigny, reconnu tout récemment par l'INSEE comme étant la ville la plus pauvre de France, avec 44,8%. Au vu de certains discours émanant d'hommes politiques très informés de la complexité de la situation française, se caricaturant volontairement pour plaire à l'électorat de l'extrême droite, au vu de certains discours émanant d'hommes politiques créant des clivages en France, notamment sur l'immigration, la sécurité, qui sont des sujets sérieux, au vu des faits de violence récents à Grigny dans le 19e et dans divers quartiers de France, au vu du chômage auquel sont sujets les gens des quartiers, au vu de la précarité dans laquelle vivent les habitants des quartiers, y a-t-il une aggravation de la situation dans les quartiers? Disons-nous les choses avec monsieur Houssine de Bibliothèse. Comment vas-tu? Bonjour, ça va et vous? Ça va. Merci. Avec monsieur Pascal Troidec, l'élu à la culture et la formation professionnelle à Grigny. Comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va. Monsieur Face, de l'association Epsilon, Châtillon. Ça va. Ça va. Détendez-vous, détendez-vous. Tu nous as stressé avec ta présentation. J'aurais dû mettre un costume, je sais pas, je suis en mode... Je t'ai dit, et vous en plus, tu vois. Monsieur Pascal, histoire de contextualiser un peu notre débat, quelques rappels historiques sur la politique de la ville, pour ceux qui ne savent pas. Oui, déjà pour commencer, dire que ce n'est pas une petite affaire, la politique de la ville, ça concerne 5 à 7 millions de Français sur 1500 quartiers, dits politique de la ville. Et juste, point de vue historique, dire qu'on est, pour moi, à la 4e phase en fait, de traitement de la politique de la ville. La première phase, c'est dans les années 60-70, on a construit des logements sans trop se préoccuper de la manière dont les gens allaient vivre dedans. C'était les cités dortoirs. Jusqu'en 83, il y a les premières émeutes à Vaux-en-Velin et que les autorités s'aperçoivent qu'il fallait peut-être se préoccuper de la manière dont les gens vivaient. De 83 à 90, 92, il y a eu une phase où c'était plutôt on a envie de faire, mais on ne sait pas comment. Donc c'est toute la période, il faut repeindre les cages d'escalier, réparer les ascenseurs, etc. On voit bien que la politique de la ville, elle est balbutiante, mais au moins il y a une volonté. 90-2000, c'est pour moi la 3e phase. C'est la phase où on commence à savoir faire en matière de politique de la ville, avec des dispositifs qui commencent à être structurés et avec encore un petit bout de volonté politique de faire. Je dis un petit bout parce que ça commence à se réduire à partir de 95 et avec le début, y compris des attentats en France par rapport à la situation algérienne, qui vont créer un nouveau rapport dans la société française. Et c'est la 4e phase dans laquelle on est aujourd'hui, parce que ça s'est aggravé avec les attentats du 11 septembre et depuis. C'est globalement la situation où on a le sentiment maintenant qu'au niveau des autorités de l'État, il n'y a plus véritablement la volonté de rétablir une unicité républicaine, parce que globalement, ils considèrent qu'il y a une république des inclus et une république des exclus, et que cette république des exclus ne mérite pas forcément qu'on y mette tous les moyens. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a aujourd'hui. Le savoir-faire, il y a aujourd'hui, clairement, mais la volonté politique de faire, elle est en perte de vitesse, d'où l'aggravation de la situation. Le débat est posé. Messieurs Face et messieurs Houssine, Face de l'association Epsilon dans le 92, Houssine des associations Propice et Bibliothèse. Avez-vous ressenti une aggravation de la situation, un plus grand abandon des quartiers populaires et une augmentation des discriminations à cette heure? Alors, vu que tu me laisses la parole, je me lance. Je t'en prie. Alors moi, à mon stade, je ne pourrais pas parler des émeutes des Vénitieux, vu que c'était dans les années 80 et je suis né un peu après. Mais je sais que ce qui a causé ces émeutes, c'est les mêmes causes qu'on retrouve aujourd'hui dans nos quartiers, c'est-à-dire chômage, précarité, le sentiment de délaissement. Et à notre niveau aujourd'hui, en 2017, se dire qu'on est encore dans la même situation qu'en 79, 80, 81, pour moi, il n'y a pas d'évolution, quoi. C'est pareil. Là, ces dernières années, ils ont essayé de nous créer une soi-disant police de proximité pour installer une médiation avec les jeunes, etc. Mais cette police de proximité, elle s'avère que ce n'est pas une police de médiation qu'on a eue dans nos quartiers. Donc moi, j'ai grandi dans les années 90-2000 où il n'y avait pas de lien direct avec les gens qui faisaient de la politique. On s'est toujours senti exclus et en marge de cette société, sans pour autant nous-mêmes s'exclure nous-mêmes. Hein. C'est vraiment le ressenti qu'on avait en traînant dans le quartier, en grandissant dans les cités
dans nos cités, quoi. Aussi. Ouais, moi, ce qui me choque le plus dans la politique de la ville, c'est ces critères, justement, parce qu'aujourd'hui, on dit un quartier politique de la ville par rapport aux revenus moyens de la ville, aux fiches d'imposition. Moi, j'ai travaillé dans des quartiers où la misère était palpable, où il y avait des déserts culturels, autres déserts économiques, des déserts sociaux, etc. Et pourtant, ce quartier n'est même pas ni en quartier politique de la ville, ni en ce qu'on appelle en quartier de veille. Donc c'est juste avant les quartiers politiques de la ville, et donc ils ne profiteront pas des moyens possibles pour eux pour s'émanciper. Et dans ces quartiers, on ne va pas trouver que des quartiers urbains, mais aussi des quartiers ruraux, dans des campagnes, etc., ou même en Ile-de-France, notamment dans 77. Et c'est le même délaissement qu'on va appliquer à ces quartiers-là qu'à d'autres dans des quartiers plus populaires. Ensuite, quand ce quartier est dit politique de la ville, je ressens ça comme une discrimination positive. Donc peut-être que moi je pense aussi que les pouvoirs se donnent bonne conscience en disant voilà, on asperge ces quartiers de millions d'euros, de ceci, de cela, on a fait notre taf, après ça va être décidé. Mais comment se déroulent les financements des fonds justement des quartiers politiques de la ville? Normalement c'est préfectoraux, donc c'est des fonds d'État qui sont attribués par les préfets de ville ou par les préfectures qu'on trouve, mais de manière locale, c'est-à-dire qu'une municipalité peut aider ou booster une association, si je ne me trompe pas, pour avoir des fonds politiques de la ville. Donc il y a diverses associations qui sont assez grosses en France, qui sont financées par les quartiers politiques de la ville. On peut parler de maisons de l'emploi ou de missions locales, selon divers projets. Et puis d'autres associations qui sont plus petites, mais qui vont être clientélisées localement par la municipalité. Et dans ces cas-là, pour moi, les fonds politiques de la ville, c'est plus des moyens de clientéliser ces assos. Et voilà, c'est des outils pour eux. C'est des outils pour les élections prochaines, quoi, des fois. Pascal, une réaction à sur tout ceci? Déjà, sur l'aggravation, il n'y a pas de problème particulier dans les quartiers populaires, il y a juste une accumulation des problèmes à un niveau plus criant que ce qui peut exister dans le reste de la société. Donc, chômage plus important, 24% de chômage dans les quartiers populaires contre 10% à l'échelle nationale, donc voilà, jusqu'à 45% pour les jeunes. Une aggravation réelle sur les questions éducatives, où il y a de plus en plus d'échecs scolaires et où il y a une sédimentation de l'échec scolaire. Et il est estimé qu'il y a 4 fois plus de risques d'être en échec scolaire lorsque on habite à un quartier populaire que lorsqu'on habite en dehors. Alors avec toutes les limites, d'ailleurs, fort juste qu'a rappelé aussi sur le fait que quartier populaire ou quartier politique de la ville, ça ne veut pas forcément dire zone urbaine. Parce qu'il y a des déserts éducatifs, il y a des déserts médicaux, il y a des déserts d'emploi dans les zones rurales. Et donc ça, c'est aussi une situation peut-être un peu nouvelle par rapport aux années précédentes ou aux époques précédentes. Puis un dernier exemple de discrimination dont on parle peut-être moins souvent, mais qui s'est aggravé, moi je trouve en tout cas sur ces dernières années, c'est la discrimination urbaine. C'est-à-dire que globalement, il est extrêmement difficile quand on est un jeune adulte qui habitons dans un quartier populaire de pouvoir prétendre à ce qu'on appelle un parcours résidentiel. La plupart du temps, on va être obligé de rester dans le logement social dans lequel ses parents même étaient. On est assigné à résidence. On est d'une certaine manière assigné à résidence. Et en plus, du point de vue des transports en commun, ce qu'il faut savoir, c'est que 50% des terminus des lignes de transport en commun sont des quartiers populaires en France. Donc dans les centres-villes, on passe, et dans le quartier populaire, on s'arrête. Et encore, quand, on en discutait tout à l'heure, quand la ligne de RER ou la ligne de transport en commun, elle ne s'arrête pas plus tôt que les centres-villes. Donc voilà, moi je trouve qu'effectivement, ça s'est aggravé de ce fait-là, parce qu'il y a une crise qui est plus forte, et que comme c'est l'endroit où la crise elle est la plus prégnante, et ben ça s'est aggravé encore plus là. Disons-nous les choses, aussi une émission d'information. Donc depuis tout à l'heure, on utilise des termes comme politique de la ville, comme l'ANRU, les rénovations urbaines, mais pour être un petit peu plus clair pour ceux qui sont peu politisés ou qui s'informent peu en politique, on va dire que tout simplement, concrètement, la politique de la ville, on va dire que c'est l'ensemble des actions de l'État pour améliorer le cadre de vie dans les cités. Donc ça comprend les rénovations urbaines, l'emploi, la formation, plus d'autres choses encore. Voilà, pour ceux qui regardent cette émission, pour leur expliquer. Voilà, nous expliquons. Ma seconde question est la suivante. Dans cette aggravation de la situation et de la montée des discriminations, avez-vous ressenti un problème particulier concernant le fait religieux et la laïcité qui concrètement, disons-nous les choses, est construit comme une opposition à ces religions? Messieurs. Clairement, pour moi, la France, c'est un pays qui aime cacher, qui, comme on dit, applique la politique de l'autruche. C'est-à-dire essaye de toujours se cacher derrière un problème.
Par exemple, on va dire s'il y a des violences à Grigny, ils vont dire que c'est dû au rap ou c'est dû à l'islam. Voilà, on essaie tout le genre de se cacher par rapport à quelque chose. Et déjà, pour revenir à Vénissieux, dans les années 70-80, il n'y avait pas encore de rap français. Le rap français, il est arrivé dans les années entre 83, 4, jusqu'à maintenant. Donc on ne peut pas dire que c'est dû au rap. Aujourd'hui, l'islam, il est venu depuis les attentats, comme on parlait tout à l'heure, de New York et tout. Et c'est une façon encore d'appliquer leur politique de l'autruche et de se cacher derrière l'islam. Et encore une fois, de nous taper dessus, parce que dans nos quartiers, on va dire à 70%, c'est des musulmans qui y vivent, quoi. Toi, tu penses que depuis le 11 septembre 2001, il y a des choses qui ont radicalement changé sur la perception de certains religieux en France? Clairement, clairement. T'es un frère barbu, c'est pas pareil, ou une sœur voilée, elle vit pas pareil que moi qui m'habille en jean et casquette, quoi. Ouais, moi, je suis d'accord. Et en plus, j'ai même envie de dire qu'on n'a pas besoin d'être voilé pour subir tout ça. Clairement, on est clairement dans le faciès à tout niveau, médiatique, policier, politique. Au niveau de la mairie locale aussi, pareil. Quand on voit, par exemple, je prends mon exemple, ma ville, Sarcelles, où le maire Pupponi sort dans plein de tremplins médiatiques où il n'arrête pas d'assigner la communauté musulmane. Avant, je ne les voyais pas. Maintenant, il se balade dans le détail. Il a des phrases qui sont très... qui sont fait plein de raccourcis. Il a dit avant, je ne les voyais pas. Non, c'est une manière de dire pour généraliser. Je fais un petit raccourci. Mais pour expliquer que voilà, ils s'empressent d'aller sur les plateaux télé pour dire voilà, je vois l'islamisme augmenter dans ma ville. Comment vous le voyez? Il y a de plus en plus de gens qui s'habillent en tenue. Pourtant, Sarcelles est une ville la plus cosmopolite d'Europe. Tout le monde se balade en boubou, en djellaba, en kippa, etc. Et ça n'a jamais choqué personne. Au contraire, c'est notre richesse. Pour moi, il y a un affrontement. Justement, ça pousse aux personnes d'une communauté à être de plus en plus religieux, ou même s'ils n'ont pas de plus en plus religieux, de s'affirmer dans une communauté. C'est-à-dire que même si je ne vais pas tout le temps à prière, que je ne suis pas un musulman assidu, en fait, je vais vouloir me démarquer en mettant ma petite djellaba, en me laissant pousser la barbe, même si je ne suis pas pratiquant. Pareil dans la communauté juive, pareil dans d'autres communautés qui vont de plus en plus affirmer une certaine identité qu'ils ont trouvée ou qui pensent être la bonne pour eux. Pour justement affronter, pour revenir à ta question, ce monde un peu laïcard, tu vois, laïciste même, tu vois, parce que voilà, pour moi, la laïcité en France est devenue une des plus grandes religions et c'est celle qui fait le plus de mal aux gens parce que la laïcité, elle s'impose aux autres. Or, les autres religions s'imposent à eux-mêmes. Elles vont pas dire à l'autre, ouais, porte un voile ou ceci, cela. Pourtant, la laïcité, en ce moment, tout le monde veut en être le porte-parole. Et en disant, non, toi, tu n'as pas le droit, toi, tu n'as pas le droit, toi, tu n'as pas le droit. Et aussi dans les communautés. Aujourd'hui, on a des musulmans laïcs, on a des, je sais pas, toutes les religions ont leur laïc à eux, leur parti laïque aussi. Et donc voilà, moi, je trouve que c'est très dangereux tout ce qui se passe là. Pascal, il nous reste 3 minutes pour cette première partie. Dis-nous brièvement ton avis sur la question. Qui est effectivement extrêmement sensible. Mais ce qui est sûr, c'est que la discrimination, l'augmentation de la pauvreté, la marginalisation, l'augmentation des difficultés qu'on peut vivre dans un quartier vont renvoyer au souci de se défendre par rapport à sa propre communauté, quelle qu'elle soit. Et quand on parle de communautarisme, on pourrait mettre plein de S, parce qu'il y a peut-être des communautés religieuses. Il y a des communautés religieuses, il y a des communautés d'origine, il y a des communautés de génération, il y a des communautés de musique, etc. Et dans les quartiers, ils sont côte à côte, comme ça, ces différentes communautés. C'est des protections, c'est des manières de se défendre. La vraie question, c'est de savoir s'il y a un problème de laïcité au niveau de l'État. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'en France, il y ait un problème de laïcité. L'État, il est laïque, et d'ailleurs, la laïcité, c'est ça, c'est la neutralité de l'État. Ça n'a jamais été la neutralité des citoyens. Donc, tant qu'on reste sur ce que c'est que la laïcité à son point de départ, 1905, la séparation des églises et de l'État, et qu'on continue de penser que l'État est laïque parce que neutre par rapport aux religions en France, et c'est ce que je pense être clairement le cas aujourd'hui, à mon sens, il n'y a pas de problème de laïcité. Par contre, il y a un problème d'instrumentalisation de cette question-là, pour renvoyer encore des gens dans des stigmatisations, dans des petites cases, plutôt que de régler les problèmes de discrimination et de difficultés sociales auxquelles ils sont confrontés. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vis. Disons-nous les choses. Ainsi s'achève la fin de cette première partie. Disons-nous les choses. Seconde partie. Le thème de cette émission, y a-t-il une aggravation de la situation dans les quartiers? Mes invités sont là pour y répondre. Monsieur Pascal Troidec. Oui, clairement. Monsieur Houssine de Bibliothèse et de l'association Propice.
et M. Face d'Epsilon. Maintenant qu'on a parlé, qu'on a expliqué certaines choses et vous avez émis des propos, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Selon vous, vous les hommes de terrain, qui êtes en prise directe, y a-t-il un risque d'explosion aujourd'hui en France? Si oui, pourquoi? Et de quelle nature? Moi, je suis quelqu'un de très optimiste, donc je ne suis pas dans ce délire-là, tout ça, mais je me dis que plus les déserts s'installent dans les quartiers, de déserts de toutes sortes, toutes les mains tendues qu'on avait auparavant, aujourd'hui c'est de la politique politicienne qui est partout, il n'y a rien qui est fait réellement sur l'humain, qui est vraiment sur le terrain et tout ça. Si tous ces déserts socio-culturels, économiques, etc. continuent à s'installer et se développer, bien sûr qu'il y a un risque. En sociologie, on disait, en cours, un petit cours, on disait que le racisme et la xénophobie arrivaient justement quand on est atteint par une crise sociale. Plus on est atteint économiquement, etc. et socialement, plus on a envie de trouver un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, on le trouve dans la personne qui est la plus différente de soi. Donc c'est ce qui ramène au nazisme, c'est ce qui ramène à beaucoup de choses, tu vois. Donc la population se laisse aller à des pensées en se disant ah oui c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre, sans se retourner vers vraiment les vrais décisionnaires et sans trouver les bonnes décisions après, à part râler ou crier sur l'autre, quoi. Face. Alors moi j'aimerais bien être optimiste et dire que non, il n'y a pas de risque, tout va bien. Mais clairement, comme on disait tout à l'heure, on est dans les mêmes situations qu'il y a 30 ans. Donc forcément, à un moment donné, je pense que ça va péter. Je pense que ça va péter parce que on a toujours les mêmes problèmes, chômage, etc. Et aujourd'hui, si nous-mêmes, jeunes de quartier, on n'arrive pas à s'organiser entre nous pour changer la donne, comme on essaye de le faire, je pense que ça va péter. Si on n'arrive pas à installer dans la tête des plus jeunes qu'il faut entreprendre et pas attendre après les institutions locales pour évoluer et s'agrandir, clairement, je pense que ça va péter. Et quand tu dis que ça va péter, c'est-à-dire tu penses qu'il y aura péter, peut-être... on va rester sur l'exemple de Grigny, par exemple, avec les tristes faits qui sont passés dernièrement. On a vu la manipulation médiatique autour de ça. Et moi, ce que je connais de Grigny, c'est pas ce qu'on nous montre dans les médias. Comme on dit, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et c'est exactement l'exemple qu'on veut montrer de Grigny. Tu vois, moi, Grigny, je vois des jeunes entrepreneurs comme il n'y a pas dans mon quartier. Des mecs qui sont dans les médias, dans l'audiovisuel, dans la création de sable, dans la restauration. Voilà, mais on ne parle pas de ce côté-là de Grigny. On va nous montrer le côté quand il y a des faits qui font couler l'encre sur la presse. Voilà. Monsieur Pascal. Déjà, est-ce que ça va exploser? Je ne sais pas si ça va exploser, surtout je ne sais pas quand, si ça doit exploser, je ne sais pas si ça explosera ou si ça implosera, parce que malheureusement maintenant c'est plus le phénomène qui est en cours, c'est qu'il y a une espèce de phénomène de désespoir qui à des moments fait que le quartier il implose sur lui-même, il se bat en son sein, il n'y a plus d'expression forcément d'une revendication telle qu'elle a pu exister, fût-elle de manière violente dans les années 80, dans les années 90. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on va fracturer la capacité à produire une société ensemble, plus on va désespérer les personnes en ne leur offrant pas ce qui est leur place, c'est-à-dire de citoyens à part entière dans une société, plus on sera dans une logique sécuritaire et de fantasme et de la peur, moins on sera dans une logique de société émancipatrice et unificatrice au niveau de ses membres, et plus on fabriquera de la rancœur, de l'amertume, de la marginalité et des radicalisations, plus loin radicalisation au pluriel, parce qu'aujourd'hui on nous parle beaucoup de la radicalisation entre guillemets politique, autour de l'islamisation entre guillemets, terroriste, mais les radicalisations elles ont de multiples formes, et la première forme entre guillemets de radicalisation dans nos quartiers malheureusement c'est la délinquance, c'est la plus, en tout cas la plus présente, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Mais si on devait parler d'une radicalisation plus que les autres, ce serait de celle-là dont il faudrait parler. Donc est-ce que ça va péter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a tous les moyens pour proposer des solutions et des méthodes de travail dans les quartiers pour que ce ne soit pas le cas, et qu'on serait criminel si on ne les mettait pas en œuvre, parce que là, pour le coup, on serait les complices de ces explosions. Mais selon vous, comment pourrait-on faire pour retisser, entre guillemets, des liens républicains qui recréeraient une espèce de forme d'unicité républicaine, selon vous?
Pour moi, les ingrédients, ils sont simples. Hein. C'est l'égalité pour tous. À tous les niveaux, que ce soit la justice, dans les distributions de subventions, etc. On sait très bien que voilà, la justice n'est pas la même pour tous. On a tous eu, je pense, eu écho de certains jugements où on sait que voilà, c'est encore du délio faciès. Et tu penses que la même solution serait une justice juste pour tout le monde. Je pense que c'est la meilleure des solutions pour qu'on avance dans le bon sens et que ça ne pète pas. Tu penses que même dans des domaines comme l'éducation, la scolarité, Exactement. parce qu'on sait que c'est souvent les derniers de la classe ou les moins Exactement. compétents, ceux qui n'ont pas forcément leur concours qu'on met en place, même dans la sécurité, la police, et ça, tu penses qu'il faut de l'égalité aussi là-dedans? Il faut de l'égalité dedans, bien sûr. Bien sûr. L'échec scolaire, c'est une des causes qui fait que on se retrouve en bas du quartier et qu'on se met un peu à vriller. Houssine? Moi, je pense que je suis pour les do it yourself, tu vois, vraiment les créations citoyennes entre nous et par nous, pour nous. Mais bon, si on devait demander quelque chose à l'État, ce serait beaucoup de réformes. Des réformes dans la police déjà, parce que c'est ce qui crée des frustrations, comme on l'a dit juste avant. On va me dire ça n'a rien à voir. Ben si, parce que dans nos quartiers, on a plus de chances d'être contrôlé au moins une fois dans sa vie depuis tout jeune. Je suis gentil quand je dis ça. Exactement. Et pas contrôlé d'une manière saine et polie, mais d'une manière qui t'énerve et qui te frustre pour l'avenir, Raconte-nous un qui de te tes bloque. contrôles. On va pas. Je fais un petit détour vers là pour aller encore plus loin. Donc la réforme de l'école de police justement, parce que c'est la seule solution qu'on peut proposer. Un an de formation pour être policier contre exactement. 12 ans pour être médecin. Et est-ce qu'on fait vraiment des recherches sur le cas de la personne, etc. Je sais pas trop. Je sais pas comment ça se déroule, mais voilà. Mettre un petit peu de social là-dedans, un petit peu de prévention, un petit peu de tout, quoi, de sensible et tout ça, pas que de l'oppression, parce que je trouve pas qu'un être humain il est sur Terre où il fait ce travail-là pour oppresser les populations qui le payent en plus avec leurs impôts. Donc voilà. De deux, en fait, il faudrait que l'État impacte de tous les côtés. Là, on a parlé de police, on va parler encore d'éducation nationale. Est-ce qu'il n'y a pas un fossé énorme depuis les générations dont on est là depuis des générations, on a la trentaine quand même. On a eu des grands frères et des plus grands frères qui sont passés par ces écoles. On parle toujours pas de nous. On voit nos petits frères encore se décrocher scolairement de plus en plus tôt. Mais il y a un déni de la part des médias, des politiciens. Ils parlent de l'éducation scolaire seulement quand Youssouf ou Brahim ils vont agresser la prof ou ils vont se lever en criant dans la classe. C'est pas le jour où les parents ils râlent parce que voilà les thématiques et le comment on appelle ça, le programme nous concerne pas trop. Je parle pas, je généralise bien sûr, mais peut-être aussi les méthodes. Aujourd'hui, on peut être prof avec 7 de moyenne dans certains quartiers. C'est à la fac, tu peux y aller, tu es prof à la fin de l'année, puis tu peux aller dans n'importe quel collège ou primaire. Donc tout ça, encore une fois, je vous dis, je suis venu à Grigny en train, le manque de mobilité, c'est atroce. À une ville ou un quartier ne peut pas se développer économiquement, socialement, etc., s'il n'a pas une mobilité qui lui permette d'aller où il veut assez rapidement. Moi, j'ai travaillé à Sénart dans le 77 et je me rappelle que mes collègues, ils préparaient quand ils prenaient le RER pour ce week-end pour aller à Paris ou un truc comme ça, ils se préparaient à l'avance, des jours à l'avance pour dire bon, ce jour-là, c'est pas possible. Après, on parle des autoroutes, elles sont bouchées, etc. Ok, mais normalement, il y a un moyen de transport qui permet ces villes-là de se développer. Donc pour l'emploi, pour l'économie, quand il y a un commerce, les gens ils peuvent venir jusqu'à Grigny ou se déplacer. Là, non, c'est pas le cas. Etc. Rappelons tout de même que le budget de l'éducation nationale est de 1 milliard d'euros. Rappelons. Pascal, ton avis sur cette question? Il y a un rôle de l'État et il y a un rôle du citoyen. Et les deux sont bien sûr complémentaires. Le rôle de l'État, et aussi on a parlé, c'est des moyens et des réformes. Il disait encore par rapport à la police, la question de la formation des policiers. Par exemple, il n'y a aucun module avec les associations de quartier dans les écoles de police. Ça paraît comme un peu étrange. On pourrait se dire quand même que la moindre des choses, c'est qu'il puisse y avoir des associations de quartier qui viennent dans les écoles de police expliquer comment ça marche dans les quartiers, tout simplement, pour faire qu'il n'y ait pas des policiers qui soient complètement hors sol. Et en situation de stress intégral lorsqu'ils arrivent dans des quartiers, indépendamment des missions qui leur sont fournies. Mais sur la question de l'État, il y a quand même des signes qui sont pour le coup pas très positifs. Moi, je ne suis pas sur la logique Macron, c'est le méchant, etc. Il y en a eu d'autres avant, soyons clairs. Mais, et ça a commencé bien avant, le problème dans les quartiers. Mais là, il y a comme deux choses qui particulièrement qui ont été décidées récemment qui sont vraiment problématiques. La première chose, c'est la suppression des contrats aidés.
La suppression des contrats aidés, c'est clairement entre 80 000 et 150 000 contrats aidés qui vont être supprimés auprès des associations, essentiellement. Ça veut dire quand même 25 000 éducateurs sportifs en moins dans les clubs. Ça veut dire 15 000 animateurs de quartier du soutien scolaire, d'alphabétisation et d'aide aux devoirs qui vont être supprimés. Et ça veut dire aussi une incitation fiscale qui existait avant, lorsque globalement on donnait de l'argent à une association comme l'Abbé Pierre ou autre, on avait la possibilité d'un dégrèvement fiscal. Ça a été supprimé dans la loi de finances 2018. Ça a été estimé à la suppression de 46 000 emplois aidés. Rien que la suppression de cette incitation fiscale. Et dernier truc par rapport aux décisions vraiment récentes, sur la baisse des APL. Alors tout le monde a rigolé en disant ouais 5 €, etc. C'est pas grand chose, machin, etc. D'abord on ne sait pas si c'est 5 €, si ça ne sera pas plus. Mais surtout, les APL, il faut que tout le monde sache que c'est les bailleurs sociaux qui les touchent, ce n'est pas les habitants. Et les bailleurs sociaux, avec ces 5 fois X milliers d'APL, ben c'est la réhabilitation et l'entretien des quartiers qui se fait avec, entre autres avec ces moyens-là. Donc moins de contrats aidés, moins d'animateurs dans les quartiers, avec des quartiers moins bien entretenus, on peut se dire qu'à un moment donné, c'est quand même pas les meilleurs signes pour que ça aille mieux. Donc ça, c'est pour le rôle de l'État. Et puis le rôle des citoyens, juste une chose, hein, les associations, en termes notamment d'éducation populaire, elles savent faire. Elles sont présentes partout. Il n'y a pas un quartier de France de politique de la ville où il n'y a pas des associations qui sont au taquet là-dessus. Donc à un moment donné, la question qui se pose, c'est comment on les fait être reconnus, quoi. Est-ce qu'on considère que l'économie sociale et solidaire, c'est une vraie économie dans ce pays? Est-ce qu'on considère que ces gens-là, c'est des gens d'utilité publique? Et à partir de ce moment-là, qu'ils aient un statut. Il nous reste 4 minutes. J'ai 2 questions à vous poser. Concrètement, parlons de propositions pratico-pratiques. On sait que Bibliothèque et Epsilon, avec vos actions respectives et combinées, vous êtes, entre guillemets, des propositions vivantes. Entre guillemets. Peut-on dire que Bibliothèque, c'est complètement dans le tissage du lien républicain, complètement dans la logique du café philosophique, café populaire qui pose des débats avec les habitants des quartiers? Le côté républicain, je ne sais pas trop, en tout cas, on ne l'a pas recherché. Côté citoyen, oui, à fond, à 100%. Où on est vraiment dans le rôle, oui, justement, du café populaire et où on met en plein cœur le débat. C'était le rôle recherché. On utilise des livres, mais le livre reste un outil. On n'est pas des littéraires ou des intellectuels. On prend des livres dans les auteurs où l'histoire de l'auteur nous touche, nous, l'immigration et les quartiers populaires, et on le fait au milieu du quartier. Pas dans une bibliothèque, pas dans une institution, mais dans un café, dans un bar fréquenté par tout le monde. Et donc voilà, moi je pense que en toute honnêteté et en toute modestie, on essaye de donner un lieu d'échange et de débat aux gens à travers un thème pour débloquer cette parole-là et leur donner confiance en eux-mêmes pour plus tard parler d'eux, soit d'écrire un livre peut-être, on ne sait jamais, ou même ne prendre la parole devant une caméra quand un journaliste vient dans la ville et ne plus laisser les bien parlants parler à leur place, on va dire. Epsilon, peut-on dire que vous faites partie des réponses à caractère associatif en termes de soutien scolaire, en termes d'éducation populaire, en termes de projets sportifs, etc., etc. Bah, clairement oui. Clairement oui, puisque sans le vouloir, on incite les gens à se mobiliser et à suivre nos actions. Donc ouais, clairement, dans la politique de la ville, oui. Parce que je sais que vous menez aussi des actions en termes d'aide aux devoirs. On fait des actions d'aide aux devoirs, on fait des tournois de football, les SDF, on fait des tournois de foot, de basket, des concerts pour générer des fonds pour faire d'autres actions humanitaires derrière. D'ailleurs, une action via le Sénégal par rapport à la lutte contre le cancer. On organise aussi des brunchs au cœur du quartier pour tisser des liens, élargir notre réseau, c'est-à-dire faire venir des gens d'autres quartiers, parler avec d'autres gens, qu'on essaie d'échanger des idées. Donc tout ça, ouais, clairement, ça tisse des liens et ça fait grandir la politique de la ville, sans qu'on s'en rende compte. Dernière question, Monsieur Pascal. Quelle réponse, on va dire, plus politique, entre guillemets, vous pourriez nous apporter en adéquation avec le fait associatif qui pèserait sur le cadre institutionnel? Waouh. La question qui tue. Déjà, vraiment à la reconnaissance du travail du mouvement associatif. Moi, je crois beaucoup à la question du statut de travailleur associatif. Pas pour se suppléer aux fonctionnaires, aux professeurs d'éducation nationale, etc., mais simplement être en complément, parce que manifestement, aujourd'hui, on n'a pas un État qui a la même efficacité partout, et qu'on a souvent un tissu associatif qui supplée à cette efficacité. Donc la moindre des choses, c'est qu'il y ait la reconnaissance d'un statut et qu'il y ait des moyens, sous contrôle public,
qui soient attribués à ces différentes associations. Juste un exemple là-dessus, il y a eu suppression de la réserve parlementaire, ce qui est une bonne chose, sauf qu'en réalité, parce qu'elle était clientéliste, ça renvoyait un petit peu à ce que disait aussi au début, sauf qu'on l'a supprimée, hop, sèche, comme ça, sans que les associations qui, pour certaines, ont bénéficié de bonne à loi, entre guillemets, ne puissent se retourner. Donc, le statut pour les associations et au niveau de l'État, moi, je connais qu'une seule manière. Hein. Malheureusement, ça fait ici 30 ou 40 ans qu'on la mène, avec plus ou moins de succès, mais avec parfois quelques succès. C'est la revendication et le rapport de force. Aujourd'hui, si il n'y a pas une prise de conscience par les institutions de l'État à l'échelon national qu'il y a un vrai risque de dilution et de destruction du lien républicain dans les quartiers, il ne faudra pas qu'ils viennent se plaindre si un jour ça part en vrille, quoi. Donc moi, j'appelle à la revendication et à l'organisation, qu'elle soit associative, syndicale ou politique. Des NLC, disons-nous les choses, nous étions avec M. Pascal Troidec, élu à la culture et à la formation professionnelle, M. Houssine, Propice, Bibliothèse, M. Face, Epsilon. Merci à vous. Merci à toi pour l'accueil. Merci.